Emmanuel Macron a promis un débat sans tabou. Les députés français ont commencé à échanger sur la question de l'immigration, un sujet clivant comme souvent en France et qui divise jusque dans la majorité présidentielle. On retrouve à l'Assemblée nationale le député La République En Marche du Vaucluse, Jean-François Césarini. Merci d'être avec nous. D'abord peut-être une question sur ce débat. Le président veut un débat sans tabou. Vous adhérez à l'idée même de ce débat ou est-ce que vous vous sentez gêné comme beaucoup de vos confrères de La République En Marche? Non, pas gêné par le débat lui-même. C'est plutôt très intéressant d'avoir effectivement un débat pragmatique sur des chiffres pour essayer de tordre le cou à des lieux communs, à des raccourcis, à des clichés. Par contre, attention effectivement de ne pas prendre ce débat avec les concepts de l'adversaire, si j'ose dire, en faisant les mêmes amalgames. Je crois que là, ça a été plutôt évité. On a beaucoup travaillé, vous savez, depuis 15 jours, on a fait des tribunes. On a dit qu'effectivement, le discours du président de la République, quand on s'était vu avec le regroupement des députés, nous semblait un peu complexe, en tout cas assez flou sur certains points. Là, on a eu quelques certitudes. Il reste encore des zones de blocage. Mais en tout cas, c'est important qu'on ait un débat, que ce débat soit pas juste entre La République En Marche et ses opposants politiques, mais aussi au sein même de La République En Marche. Est-ce que vous êtes pour l'idée d'instaurer des quotas, comme l'a évoqué le Premier ministre Édouard Philippe? Ça me semble pas une bonne idée. Enfin, c'est une vieille idée qui date de Sarkozy, et Sarkozy lui-même l'avait abandonnée. Alors à la fois, il le dit, on ne peut pas faire des quotas sur le droit d'asile politique, évidemment, par rapport aux accords européens. On ne peut pas le faire non plus sur le groupement familial. Tout ce qu'on pourrait le faire, ce qu'il dit, c'est par nationalité suivant des talents par rapport à l'immigration économique. Moi, on l'a dit beaucoup, et on l'a beaucoup écrit, qu'il y avait le grand oubli du discours du président de la République, c'était l'immigration économique, et que c'est très important pour nous en termes d'intégration, notamment intégration dans les territoires qui sont aujourd'hui un peu isolés, des territoires où il y a des métiers en tension. Par contre, faire un quota par nationalité, je vois pas exactement ce que ça peut bien vouloir dire. C'est effectivement qu'on ait aujourd'hui une meilleure politique d'intégration économique, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense que si demain on était plus intelligent sur l'accompagnement économique, on aurait sûrement moins de demandeurs d'asile politique, qui sont souvent en fait des gens qui demandent un asile économique. Donc on ne peut pas à la fois être surpris qu'il y ait une augmentation de l'asile, demande d'asile politique, et de l'autre côté effectivement d'avoir relativement fermé, d'avoir compliqué voilà, l'intégration économique. On le dit hein, quand il y a un dépôt de dossier sur l'asile politique, c'est 300-400 jours des fois. Donc on ne peut pas juste laisser les personnes dans la nature livrer eux-mêmes. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions. Merci Jean-François Césarini. Deux invités avec nous. Hillel Rapoport, professeur à l'école d'économie de Paris et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du département dynamique de l'Institut Migration. Avec nous également Cyril de Billy, secrétaire général de la CIMAD. La CIMAD, c'est une association connue quand on parle de droit d'asile, puisque vous êtes solidaire des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Une question, le député nous disait, ça met beaucoup de temps quand on fait une demande d'asile. Tiens, d'abord peut-être sur ce débat, vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, vous qui êtes un acteur de ce dossier? Les quotas, vous voulez dire? Le débat d'abord. Ah, le débat. Le débat, s'il était bien posé, ça pourrait être une bonne chose. Le problème, c'est qu'il a été posé il y a 15 jours déjà, de façon extrêmement clivante, en poussant sur les antagonismes, avec assez peu d'informations. Encore aujourd'hui, j'ai peut-être pas suffisamment suivi, mais assez peu de chiffres, assez peu d'analyses, et on est sur des bases très largement idéologiques. Donc de la façon dont il est posé, non, je pense pas. Et les quotas qui sont évoqués? Les quotas, alors on entend bien que pour l'instant il ne s'agit pas de toucher ni à l'asile ni à la famille, mais une fois que le quota est là, il pourra s'étendre. Parce que mettre en place des quotas économiques, ça me paraît une usine à gaz. Le député lui-même le dit, ça va être très long, il faudrait évaluer les besoins en amont, il faudrait être dans une logique très administrative qui me paraît une usine à gaz. Ça me paraît plus logique de faciliter l'accès au séjour pour des personnes qui peuvent venir pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, justement, difficile de dissocier cette question d'immigration du coût de l'économie dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Chacun y va de ses chiffres, chacun y va de son idéologie. On a envie de vous demander, est-ce que l'immigration coûte cher à la France ? Je trouve que de façon générale, le débat sur la contribution économique de l'immigration est assez mal posé. Je crois que la question qu'on devrait poser, c'est d'essayer d'envisager l'immigration plus à long terme, comme participant d'une stratégie de croissance à long terme et d'insertion de la France dans l'économie mondiale. Je pense que c'est dans ces termes-là qu'on peut réellement avoir une réflexion économique sur la manière d'orienter de manière intelligente pour des raisons économiques. Alors vous dites orienter en ce sens, est-ce que des quotas en fonction du secteur professionnel, ça peut paraître une idée intéressante? Écoutez, je partage le point de vue généralement sceptique qui a été émis par les deux intervenants précédents. Je pense que cette idée, je ne sais pas trop d'où elle sort, il faudrait me dire quel économiste l'a proposé, quel pays l'a appliqué. Le Canada.
Non, le Canada on n'applique pas des quotas comme ça. Non, pas des quotas, mais en fonction en tout cas du secteur professionnel. Oui, ça donne des points supplémentaires. C'est dans le cadre d'un système beaucoup plus large, qu'on appelle le système par points, où votre niveau d'éducation, votre capital humain, votre maîtrise de la langue, vos relations familiales et éventuellement à la fois le secteur professionnel et la région, puisque vous pouvez avoir des points supplémentaires si vous êtes demandé par une région particulière, pour des raisons linguistiques comme le Québec, ou pour des raisons comme le disait le député, de repeuplement de territoires en dépeuplement. Donc tout ça vous donne des points, et c'est un système qui est assez lisible, que les gens peuvent anticiper, s'y préparer, par exemple en acquérant les compétences linguistiques, professionnelles demandées, etc., et qui est assez juste et assez ferme. Et là, si on voulait appliquer ça, mais ça demanderait une réflexion vraiment en profondeur, de voir est-ce que ce serait adaptable à la législation française, à la mentalité française, à l'administration française, à la manière dont la politique est faite chez nous. Je pense que dans l'esprit, c'est une bonne chose d'un point de vue économique. Est-ce que la lettre exactement pourrait être répliquée, ou est-ce qu'il faudrait l'adapter à nos propres contraintes? Ça demanderait réellement un débat approfondi plutôt qu'une réaction dans l'urgence de venir avec des propositions un petit peu gadget. On va retourner à l'Assemblée nationale. Je vous ai remercié un peu trop vite, Jean-François Césarini. Vous êtes toujours avec nous, député du Vaucluse, La République En Marche. Si on n'instaure pas de quotas en fonction de la nationalité ou du secteur professionnel, du parcours des demandeurs d'asile, où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Qui accueillir et comment, selon vous? Que proposez-vous? Non, déjà, il faudrait refaire une cartographie des métiers en tension par territoire, pour vraiment voir où sont les besoins. Il y a aujourd'hui déjà beaucoup d'exemples dans nos territoires, dans nos villages, dans nos villes moyennes, d'accueil de migrants qui se passent bien, qui empêchent des fois des écoles de fermer parce qu'il y a des nouveaux élèves qui arrivent, des commerces de revivre. Je vous précise aussi qu'on a voté une loi il n'y a pas très longtemps, tout le monde l'oublie, sur la santé, qui précise qu'on doit naturaliser tous les médecins étrangers sur le territoire, du fait même d'avoir des déserts médicaux. Donc il ne faut pas passer par la loi, je pense que par justement l'aspect réglementaire. Le ministre de l'Intérieur en a parlé tout à l'heure, et moi j'étais plutôt agréablement surpris qu'il en parle, du travail avec les maires, de comment on peut accompagner effectivement sur du logement, sur l'éducation et sur de l'emploi dans nos territoires. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut faire, arriver à cartographier pour que les migrants eux-mêmes n'aillent pas toujours dans des grandes métropoles où c'est beaucoup plus compliqué. Si on met 300 personnes sous un pont à Paris, on aura beaucoup plus de mal à les intégrer économiquement que justement si on les répartit sur le territoire. Le président de la République veut une deuxième étape de la décentralisation. Cette décentralisation doit aussi parler d'immigration. Cyril Debilly, je me tourne vers vous. Le président français Emmanuel Macron dit que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut bien les accueillir, si elle veut les accueillir bien. Qu'en pense le responsable de la CIMAD que vous êtes? Je pense qu'il y a une inversion de logique. On a tendance à voir le droit au séjour comme une récompense notamment de l'intégration. Alors qu'en réalité, pouvoir séjourner en France dans des conditions convenables, d'hébergement, de ressources, de relations aux autres, d'apprentissage du français, etc., c'est une condition d'intégration. Donc derrière cette logique, il y a quelque chose qui est, mais d'ailleurs un peu comme dans l'utilisation du mot de quota, il y a quelque chose qui est d'une idée très restrictive plutôt que d'une idée d'investir dans la personne. Donc ce que nous pensons plutôt, c'est qu'il faut faciliter le séjour de façon à ce que l'intégration se fasse. Ouais. Est-ce qu'il faut des campagnes de régularisation, monsieur le député, selon vous? Non, mais enfin, on le dit, il faut être au cas par cas. Il y a à la fois l'asile politique, il y a l'immigration économique. Comprenons-le, et je suis d'accord avec avec la personne qui est sur votre plateau. On a l'impression que tout ce qui serait migrant, tout ce qui serait étranger serait un danger terrible pour la France et qu'il faudrait essayer de limiter la chose. Non, ça peut être aussi une chance pour notre pays. Il y a encore une fois beaucoup de métiers en tension dans ce pays. Les migrants ne sont pas en concurrence avec les chômeurs français. Toutes les études le montrent. Et c'est pas du tout les mêmes métiers qui sont pris. Mais j'allais dire, depuis l'histoire de l'humanité, dans tous les pays, les migrants, et j'en suis aussi, j'allais dire, l'héritier par rapport à ma famille, mais sont venus faire des métiers que les gens de ces pays-là ne voulaient pas faire. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, il vaut mieux les accueillir. Il vaut mieux avoir effectivement toute une politique de formation qui est très importante pour nous. Donc il n'y a pas de problème, je veux dire, de considérer aujourd'hui que le vote Front National serait lié à l'immigration économique est faux, que le vote Front National serait lié aux demandeurs de droit d'asile, c'est faux. Le vote Front National, il est lié essentiellement à du déclassement territorial, à des gens qui, on le voit d'ailleurs, le vote est très cartographié, c'est hors des métropoles, gens qui ont moins accès aux services publics, qui ont moins de dispositifs
disponibilité économique et aussi et surtout des problèmes qu'on peut voir dans nos quartiers, effectivement de communautarisme, de délinquance, de chômage, mais ce sont des Français dans ces quartiers-là depuis plusieurs générations. C'est des problèmes franco-français, pas des problèmes de politique migratoire. C'est ça qu'on veut bien faire le distinguo, et on aura tout à l'heure une oratrice qui représente un peu l'aile gauche qui dira ça dans l'hémicycle. Hillel Rapoport, ce débat, il a peut-être au moins le mérite de reparler de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre, dans des restaurants, qui sont sans papier et qui ne peuvent pas être régularisés, qui travaillent dans l'ombre, qui ne peuvent pas alors qu'ils payent, ils voudraient s'insérer en fait dans la société française. Pourquoi ce tabou en France ? Écoutez, ma vision des choses, elle est un peu pour la caricature. Il me semble qu'il y a deux types de situations. Il y a ce que j'appelle les cercles vicieux et des cercles vertueux par rapport à l'immigration. En France, on a refusé depuis les années 70 l'immigration de travail. Donc on a fait essentiellement procéder soit par immigration humanitaire, soit par immigration de différentes filières familiales, le regroupement familial, mais également principalement d'autres types de filières familiales. Donc on a au total en France une immigration qui est relativement peu qualifiée et qu'on va trouver dans des métiers non qualifiés comme dans la restauration, etc. Mais ça, les politiques laissent faire. Oui, ils laissent faire, mais au total, on a relativement peu d'immigration en France, il faut le savoir, on est en dessous de la moyenne européenne, on a surtout une immigration qui est relativement ancienne, donc on est en dessous de la moyenne européenne pour l'immigration au total, mais on est bien en dessous pour l'immigration des 10-20 dernières années. Donc, ceci étant, on a une immigration qui a des caractéristiques structurelles, qui est d'une quantité relativement faible, d'une faible qualification et d'une faible diversité. Donc, et comme cette immigration est relativement peu qualifiée, peu diversifiée, assez visible et concentrée à la fois, le député en parlait, de manière spatiale et dans des professions peu qualifiées, elle a relativement une mauvaise image et on a une pression à maintenir la quantité, à faire une politique de chiffres, et donc on a ce cercle vicieux. A contrario, vous avez cité tout à l'heure le Canada, je trouve que c'est un bon exemple de cercle vertueux où on a non pas 9 ou 10% de la population née à l'étranger, mais 25% de la population, de la force de travail, en tout cas née à l'étranger, qui est plutôt qualifiée, pas uniquement, il y a un peu de tout, mais il y a en moyenne plus qualifiés venant de l'ensemble des pays du monde, mieux tolérés au niveau des opinions publiques, et donc on est là dans un cercle vicieux, et je pense que le débat en France devrait essayer de voir comment on peut passer de la situation de cercle vicieux à celle de... Juste, désolé, on est pris par le temps, 30 secondes. L'aide médicale d'État qui pourrait être revue, ça vous inquiète? Même si Emmanuel Macron dit qu'elle ne sera pas supprimée, elle pourrait être revue sur certains soins, ça vous inquiète? Oui, là aussi, on a l'impression qu'on met le pied dans une porte, en fait. Et le droit à la santé, c'est un droit fondamental, d'une part, c'est un droit imprescriptible des personnes, mais il y a aussi un enjeu de santé publique. Donc aujourd'hui, on nous dit non, finalement, l'aide médicale d'État ne sera pas remise en cause, on va simplement faire un délai de carence de 3 mois. Bon, ce délai de carence, il est important. Quand les gens arrivent, ils sont souvent en mauvaise santé, c'est là qu'ils ont besoin. Donc là aussi, on a l'impression qu'en fait, il s'agit pour l'instant de placer le pied dans la porte pour ouvrir derrière des choses plus graves. Merci beaucoup Cyril de Billy, merci à vous Hillel Rapoport et merci à vous monsieur le député d'avoir été avec nous ce soir en direct de l'Assemblée nationale. Merci Jean-François Césarini.